Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Madame le professeur Najia Hajjaj Hassouni, une grande dame de la recherche biomédicale au Maroc, professeure de rhumatologie, ancienne doyenne de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, membre de l'Académie nationale française de médecine, qui va nous parler de la recherche biomédicale, ses prérequis, ses freins et ses leviers. Madame le professeur Najia Hajjaj Hassouni est une personne qui a impacté mon parcours professionnel. C'est l'une des personnes qui a su très tôt m'insuffler cet amour de la recherche en alliant la passion à l'humilité avec toujours comme but ultime d'être utile et de donner du sens à cette recherche pour l'intérêt de nos patients. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que je l'ai eu. Et je reste bien entendu ouverte à toutes vos questions et à vos commentaires pour enrichir le débat. Tout le monde pourrait s'intéresser à la recherche pour peu qu'on leur donne les clés et les possibilités de raisonner sur l'importance de la recherche. Le troisième frein qui me paraît aussi important, c'est le temps consacré à la recherche. Quand on regarde, même quand on arrive aux formations universitaires, eh bien, on s'aperçoit qu'on nous demande d'être performants en soins, d'être de très bons cliniciens, qu'on nous demande d'être de très bons pédagogues, qu'on nous demande d'être de très bons chercheurs. Alors finalement, est-ce que c'est possible d'être performant dans tous ces domaines? Moi, très clairement, ma réponse est non. Et si l'on demande, si on occupe les gens à donner des soins, à donner des cours et qu'on ne leur donne pas suffisamment de temps pour s'intéresser à la recherche, ça me paraît un frein important et ça paraît peut-être anodin en parlant comme ça, mais pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. S'il n'y a pas de temps consacré à la recherche, évidemment, on ne peut pas développer la recherche. Et je terminerai peut-être par un quatrième, parce qu'on aurait vraiment un listing très, très long des freins qui limitent aujourd'hui le développement à la recherche, en tout cas dans notre pays. Il me semble que le quatrième point qui me paraît fondamental, c'est donner du sens à notre recherche. Si on s'interroge sur le sens, quel est le lien finalement entre notre recherche et les avancées en santé ou les politiques en santé? Il n'y en a pas. Quand on regarde nos publications, bien, on a tout un listing, bon, tant mieux. Bon, tout un listing, tant mieux. Si on a beaucoup publié, tant mieux. Mais à quoi ça sert? Quelle est la finalité? Si c'est simplement nous dire j'ai publié tant de publications, et alors? Pour une publication, pour qu'elle soit vraiment utile à la société, parce qu'il faut toujours s'interroger, la recherche n'a de sens que si elle est utile à la société. Si une publication n'a pas de lien avec l'utilité pour la société, elle n'a évidemment aucun sens. Vous voyez qu'on revient toujours à donner du sens. La recherche, c'est donner du sens. S'il n'y a pas de sens donné à la recherche, évidemment, elle n'a aucune utilité. Or, quand on regarde nos publications, ont-elles un lien avec les publications et la politique de santé? Il n'y en a pas. Quand on regarde les recommandations, bien, nous, quand on va regarder les recommandations, on va regarder ce qui se passe en France, en Europe, aux États-Unis. Et même lorsque nous, Marocains, faisons des recommandations, on travaille beaucoup dessus, on les propose, mais est-ce qu'elles sont appliquées? Elles ne le sont pas. Donc, elles n'ont pas de sens. Et quelles que soient les recommandations que nous ferons, tant que nos politiques ne donnent pas de sens à ce que nous faisons, évidemment, nous n'irons pas à ces recommandations, on ira toujours regarder les recommandations françaises et les recommandations. Or, la société marocaine n'est pas la société occidentale, et je reviens encore une fois à donner du sens à l'histoire, à la sociologie, à la philosophie, et nous poser la question comment raisonnent les Marocains, comment vivent les Marocains, quel est le sens donné à notre recherche. Et je crois déjà, ces quatre freins-là me semblent déjà des freins extrêmement importants et qui mériteraient d'être analysés et surtout qu'on nous propose des solutions. En fait, chacun de ces freins mériterait un entretien à part avec vous, tellement il y a de choses à dire et à développer dessus. Et je vous remercie pour la pertinence de vos propos parce que, comme vous dites, ça a du sens et ça nous parle. Les prérequis depuis l'enfance, donc pas jusqu'à l'université, la formation qui peut être ouverte à tous, pas forcément des enseignants. Et j'ai eu la chance justement de participer à des formations de méthodologie de recherche en faisant partie de votre équipe, même en tant que résidente et jeune interne, parce que justement, vous aviez cette envie-là de nous donner le sens et l'envie de la recherche très jeune. Et comme vous nous disiez dans les staffs, quand on est mordu par la recherche, après, elle ne nous quitte plus, quel que soit le profil qu'on fait. Et bien sûr, il faut avoir du temps. C'est clair que si le temps n'est pas présent, même si on a l'envie et qu'on a la formation pour,
il faut qu'il y ait du temps dédié. Et le dernier point que vous avez souligné, effectivement, c'est l'impact sur notre société et que ça ait une utilité publique et qu'on sente que notre recherche va impacter notre population, nos patients in fine, c'est clair que ça donne une dimension et ça donne un encouragement, une motivation autre. Au-delà des titres, mais vraiment, si on sent que ça a un impact sur la société, à partir de là, c'est clair que c'est une vraie motivation. Donc, alors, à ce titre-là, et en parlant de motivation, quels pourraient être les leviers d'amélioration de cette recherche biomédicale? Alors, les leviers d'amélioration, ça me semble aussi très important. C'est d'abord de partir de deux faits, de se dire que à l'avenir, la médecine de demain va exiger d'améliorer la formation des professionnels de santé avec une maîtrise des connaissances et des compétences. On ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir faire et être en mesure d'analyser et de savoir donc une évolution maîtrisée des connaissances et des compétences dans le domaine de la médecine, ça me paraît tout à fait important. Le deuxième point aussi qui me paraît fondamental dans la recherche et qui donne du sens à la recherche, c'est que l'optimisation des soins, si on veut améliorer le soin, c'est forcément lié à l'amélioration de la recherche. Et donc, améliorer la recherche, je vais peut-être revenir au point dont nous avons parlé au début, qui est la recherche clinique, c'est-à-dire s'occuper aussi de la recherche au lit du malade pour pouvoir optimiser les soins. On ne peut pas optimiser les soins si on n'améliore pas la recherche, parce que la recherche permet l'acquisition de la rigueur, l'acquisition de la compréhension, le raisonnement, le sens, toutes ces capacités que nous avons développées tout à l'heure. Et donc, ces deux points-là me paraissent tout à fait importants pour pouvoir ensuite développer une double culture. Il faudrait que l'enseignement des sciences de la santé de façon générale et de la médecine de façon plus particulière en ce qui nous concerne se fasse avec cette double culture, à la fois médicale et scientifique. Les deux champs étant des champs tout à fait différents, mais qui doivent se rencontrer de manière pertinente. Alors, on peut se poser la question comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces deux champs puissent se recouper et devenir quelque chose de tout à fait normal? Je crois que ça ne peut se faire qu'avec une double approche. La première approche, c'est sensibiliser les étudiants en santé, les étudiants en médecine dans notre cas, à la recherche de la manière la plus précoce possible. Mais cela suppose évidemment qu'on a déjà répondu aux capacités, aux prérequis dont nous avons parlé tout à l'heure. Là, si on se limite à ce qui se passe dans les facultés, va au moins proposer une formation à la recherche qui soit une formation très précoce. Mais là aussi, il ne faut pas la faire n'importe comment. Il n'est pas question de demander, par exemple, aux étudiants, de proposer aux étudiants une formation en biostatistique pure et dure dont ils ne comprendraient pas le sens, dont ils ne comprendraient pas l'utilité. Ils auraient raison. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on demande aux étudiants en médecine? On leur demande de réussir leurs examens. Et ils ont raison. On leur donne un objectif. C'est tout à fait normal que leur préoccupation soit de réussir les examens. Donc, il faudrait vraiment leur proposer une formation perlée qui puisse constituer une approche à la formation, à la recherche, et en tout cas, faire qu'en bout de course, on ait au moins des professionnels de santé qui soient capables de critiquer une information médicale, d'analyser, de ne pas prendre pour argent comptant toutes les informations qu'ils peuvent lire ou qu'ils peuvent… D'ailleurs, en cette période de Covid, on voit toutes les mésinformations qui circulent sur les réseaux sociaux. Et si les professionnels de santé eux-mêmes ne sont pas en capacité de prendre du recul et d'analyser et de comprendre, on revient encore au verbe comprendre, ça me paraît tout à fait important. Donc, cette formation perlée, que l'on peut évidemment développer, sur laquelle il faudrait réfléchir, mais qui pourrait accompagner le cursus médical. Mais en même temps, il y a des étudiants qui ont cette capacité de s'intéresser à la recherche de manière très précoce. Et cela, il faut leur donner une chance supplémentaire. Et donner une chance supplémentaire, c'est peut-être proposer un double cursus médecine-sciences aux personnes qui auraient ces capacités d'entrer très, très rapidement dans la recherche et qu'il faut accompagner, qu'il faut former, auxquels il faut donner les outils pour qu'ils puissent participer à la compétition internationale pour laquelle le Maroc serait en capacité d'entrer dans cette compétition internationale. Il n'y a aucune raison. Nos étudiants sont aussi intelligents que n'importe qui ailleurs.
Le seul problème, c'est l'environnement, la formation, les capacités de développement. Et là, évidemment, c'est toute une formation. Et donner cette double compétence me paraît tout à fait essentiel pour développer en tout cas une recherche de haut niveau avec une flexibilité, avec une dimension humaniste. On parlait tout à l'heure des sciences sociales et ça me paraît également tout à fait fondamental. Et enfin, pour terminer peut-être, parce que là aussi, il y a beaucoup à dire et je ne voudrais pas prendre tout le temps de cette intervention pour développer tout ça, mais il me semble qu'aujourd'hui, il faut que les pays qui veulent faire évoluer la santé de façon générale, la recherche en sciences de la santé de façon générale, doivent s'intéresser beaucoup plus aux soins de santé primaire, qui sont vraiment, et les sociologues le montrent très bien, d'où d'ailleurs l'importance de s'intéresser à la sociologie. Tous les pays qui ont opté pour l'amélioration des soins de santé primaire ont vu s'améliorer leur santé. Et je pense qu'à partir de ce point, il est très important de développer la médecine générale et de développer la recherche en médecine générale. Parce que pour répondre à ces soins de santé primaire qui constituent 80%, pour rester très simple dans ce pourcentage, des demandes de soins d'une population, il faut évidemment contribuer au développement de la médecine générale et à la recherche en médecine générale. Ça me paraît fondamental. Et deuxième point aussi qui me paraît fondamental, je dis deuxième, mais je ne sais plus très bien si je suis au deuxième, enfin peu importe. En tout cas, un point qui me paraît également essentiel, c'est développer la recherche en santé publique. Nous n'avons pas suffisamment de recherche en santé publique. Et quand on voit aujourd'hui, pour revenir à l'actualité de la COVID, où la santé publique est au devant de la scène, on attend peut-être que l'on ait des épidémies de cette nature pour comprendre l'importance de la santé publique, je crois qu'il faut vraiment profiter, entre guillemets, évidemment, de cette période tellement particulière pour s'interroger sur les soins de santé primaire, la médecine générale, la santé publique, et leur donner une place évidemment très importante également en recherche. Et la formation des étudiants, pour revenir à ce point-là, qui sont pour la grande majorité d'entre eux de futurs médecins généralistes, doivent être préparés à débuter une recherche de cette nature-là. En tout cas, globalement, c'est à peu près ce que je pourrais dire sur comment envisager de façon très globale une amélioration de la recherche en santé dans notre pays. Alors, on arrive déjà presque à la conclusion de cet entretien, très riche en informations. Comme j'ai dit, je pense qu'on va vous réinviter si vous acceptez bien sur d'autres thématiques à développer. Avec plaisir, merci. Alors, quel serait votre conseil aux jeunes collégiens, lycéens, étudiants qui s'intéressent à la recherche en santé, à la recherche biomédicale? Quel serait votre conseil? Alors, je crois qu'il y a beaucoup de conseils à donner, mais si on veut peut-être limiter un petit peu les choses, je crois que je vais revenir à la capacité de questionner, s'interroger, ne pas prendre pour argent comptant une information, mais être capable de l'analyser, de la comprendre, pour l'assimiler, pour la prendre avec soi. Je reviens au préfixe cum, qui a beaucoup de sens et qui, à mon avis, est essentiel dans la réflexion. Et je crois qu'il est très important aussi de s'interroger sur l'avenir de la recherche médicale dans notre pays. Et je crois que la recherche médicale dans notre pays doit rester en évolution permanente, doit rester un questionnement permanent et une remise en question permanente, une amélioration permanente. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les indicateurs de production en recherche de notre pays, que tout le monde connaît. Je vous renvoie à ces indicateurs. Je n'ai pas à les développer ici, mais je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes et surtout, ils nous invitent à réagir et à réagir vivement et efficacement. Et je crois que quand on s'interroge sur l'avenir de notre pays, il faut prendre en considération bien justement la santé publique et l'évolution de la santé publique. Et la santé publique nous dit que notre pays connaît une transition démographique et une transition épidémiologique. Cette transition démographique nous explique, et nous le savons très bien, que notre population, comme partout ailleurs, est en train de vieillir. Peut-être pas de la même façon qu'ailleurs, mais en tout cas, le vieillissement de la population, c'est quelque chose que nous connaissons bien. La transition épidémiologique, c'est que nous n'avons plus à faire face aux maladies infectieuses qui étaient notre priorité, qui ont été notre priorité pendant des années, mais que l'on voit se développer, comme partout ailleurs,
des besoins extrêmement importants en ce qui concerne les maladies chroniques. Et nous savons très bien en tant que rhumatologue, la chronicité de nos pathologies sont très importantes et je crois que cette transition fait qu'obligatoirement, on va voir aussi évoluer la nature de la recherche. Et la nature de la recherche va s'intéresser à de nouveaux domaines, comme par exemple les facteurs environnementaux, dont on connaît l'importance, les facteurs aussi comportementaux, les comportements, l'éducation thérapeutique prend une place de plus en plus importante dans la recherche médicale. On va voir aussi, et c'est très important aujourd'hui quand on interroge les médecins, moi je suis souvent assez surprise de voir que les médecins, pour la grande partie d'entre eux, pas tous heureusement, ne connaissent pas bien les déterminants de la santé. Et les déterminants de la santé, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. On refait le lien avec la santé publique pour pouvoir comprendre à quoi va servir la recherche et donner du sens à la recherche, on y revient encore, c'est tout à fait important. Et puis, il y a évidemment ces besoins absolument croissants sur tout ce qui est considération sociale et tout ce qui est considération éthique. Et là aussi, revenir à la philosophie, à la sociologie, à l'histoire pour comprendre l'éthique, c'est tout à fait important. Et il me semble qu'à l'avenir, on a demandé ces dernières années aux chercheurs d'être très performants et compétents dans toutes les recherches pures et dures, les essais cliniques, la biotechnologie. Évidemment, c'est très important, bien sûr, mais on va voir se développer de plus en plus des questions éthiques, des questions sociales. Et je crois que pour boucler la boucle, c'est très important que les sciences de la santé rejoignent la réflexion avec les sociologues et aussi, quand on parle d'éthique, les sciences sociales de façon générale et les citoyens qui doivent prendre une place de plus en plus importante à la réflexion, aussi bien en termes de soins qu'en termes de publication et de recherche. Et enfin, je crois que, pour terminer, vous voyez, ces conseils qui finalement sont très longs, je crois que mon dernier conseil, pour résumer tout ça, c'est être curieux de tout, s'intéresser à tout, s'intéresser particulièrement à ce qui nous passionne, mais je dirais avec passion et humilité. Quand on fait de la recherche, je crois qu'il faut être humble, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir re-questionner. Le doute est permis. Douter, ce n'est pas quelque chose qui est anti-scientifique, au contraire. Il ne faut pas évidemment laisser le doute envahir tout le champ de la réflexion, bien entendu, mais en tout cas réorienter la réflexion et nous remettre sur le champ de la recherche, ça me semble important. Et je crois qu'avec ces conditions-là, on est tout à fait capable d'intégrer ce qu'on appelle aujourd'hui la santé globale, Global Health, qui est un mouvement international tout à fait important, qui efface les frontières de la science, en tout cas qui souhaite les effacer, parce que quand on regarde aujourd'hui avec la Covid et on voit le repli identitaire de différents pays qui veulent les vaccins pour eux tout seuls, qui ne veulent pas partager, mais en tout cas, restons optimistes et pensons que ce mouvement de Global Health est quelque chose d'important et permet l'entrée de tous les scientifiques dans cette dimension-là. Eh bien, moi, je suis persuadée que nous autres Marocains sommes aussi intelligents que n'importe qui, n'importe quel autre pays, à condition que nous ayons cet environnement propice et cette formation efficace et que nous sommes tout à fait capables, et particulièrement les plus jeunes, les étudiants, les jeunes chercheurs sont tout à fait capables de rentrer dans ce mouvement international qui est la Global Health par la grande porte. Et en tout cas, c'est vraiment ce que je souhaite de tout cœur. Merci. Merci encore une fois, Madame le professeur Hadja Hessouni, pour cet entretien très riche en enseignements. Je retiendrai comme mot de la fin votre conclusion sur la recherche biomédicale, être curieux de tout avec passion et humilité. Merci beaucoup. Ça résume bien tout ce que vous avez dit. Merci encore une fois et à très bientôt pour un autre entretien sur Epirine. Merci. À très bientôt. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Pareillement. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.